Continuer avec des acteurs de terrain, c'est-à-dire avec des enseignants qui sont dans les classes, qui essayent d'agir au niveau des classes. Et eux, on va voir si on en est à la bifurcation ou à la transition écologique. Et donc, on commence avec Guillaume Hollard. Et donc, Guillaume avait surtout des projets au niveau de son AS, sur la formation de citoyens sportifs respectueux de l'environnement. Et donc, par ce biais-là, est-ce que tu peux nous expliquer si les citoyens que tu formes, ce sera des citoyens qui bifurquent, qui transitent, qui transitionnent? On t'écoute. Très bien. Alors, avant de passer sur les propositions, j'ai juste quelques petites diapos sur le cadrage ou l'état des lieux. J'en ai une première en fait sur la nature de mon intervention, parce que des fois ça peut être mal interprété, que c'est jamais de la critique envers des personnes, mais plutôt envers un système, d'accord, et qu'ensuite je pars sur un état des lieux de la station 2020, et puis on verra après le très peu de pistes que j'ai à proposer par rapport à ça. Donc si on va sur la question sur bifurcation, transition, et là c'est pareil, c'est pas du tout une opposition aux personnes qui sont intervenues avant moi, mais je suis plus dans une logique de rupture, dans le sens où le discours de dire on va faire des gymnases qui seront mieux, effectivement, qui seront moins consommateurs d'énergie. Si on regarde une des premières données, c'est la corrélation entre le PIB et les émissions de CO2, et qu'en fait ça ne fait que augmenter le PIB, et les émissions de CO2 ne font que augmenter. Pourtant on a des progrès technologiques énormes, on l'a vu avec ta diapo, avec les catégories d'énergie, le G, le F, le A. La norme n'a fait depuis 1974 qu'augmenter, et pourtant on n'a fait que consommer plus. C'est le même principe sur les Allemands, ils ont fait plus de 10 milliards d'investissements de rénovation énergétique, et ils se retrouvent à avoir la même consommation pour chauffer, parce qu'avant ils chauffaient à 18 parce que c'était mal isolé et que ça leur coûtait cher. Maintenant ça leur coûte moins cher, donc ils chauffent à 23 et ça leur coûte autant. Mais donc on consomme plus. Et donc, la logique de dire que tant qu'on ne considère pas le faire moins, le rentrer dans la décroissance, on se retrouvera toujours dans la même problématique, on va faire que consommer plus, quels que soient les progrès technologiques. Juste sur mes deux sources essentielles, et j'allais dire mes deux petits conseils qui sont très rapides. Celle du bas d'abord, parce que c'est un local aussi, c'est Aurélien Barraud, qui est astrophysicien à Grenoble. Je vous ai mis le lien, c'est-à-dire une de ses dernières conférences à l'UEF à Lyon, ça dure 1 heure. Le lien sinon sera disponible après sur le site du congrès pour ceux qui prennent une photo. Elle est simple, ça synthétise bien à peu près sa pensée là-dessus en disant que lui il est très très factuel sur l'état où on en est actuellement, quoi, sur la 60% de disparition de la biodiversité, le réchauffement, ainsi de suite. Et ensuite le deuxième, c'est Jean-Marc Jancovici qui est consultant, qui a créé Carbone, qui est cofondateur de Carbone 4, et qui fait des cours aussi à l'École des Mines Paris sur les énergies, notamment fossiles, renouvelables, le développement durable, et comme c'est un communicant, il est beaucoup dans l'idée de dire, moi je veux rétablir des ordres de grandeur, qu'on arrive à voir en fait qu'est-ce qui correspond à quoi. Et en gros, est-ce qu'on peut hiérarchiser nos gestes et dire, est-ce que finalement ce geste-là, il compense ce que j'estime faire de mal, on va dire, de l'autre côté. Donc, la première chose, sur la nécessité de faire moins, c'est sur l'idée qu'on vit à crédit. Vous avez tous entendu parler de ça, le jour du dépassement, on appelle Overshoot Day en anglais. On voit qu'en fait, avant 1970, il n'y en avait pas. Ça veut dire que, alors c'est peut-être aussi un effet de population, mais on était moins nombreux, on ne dépassait pas en 1 an toutes les ressources que la planète pouvait produire. On voit que ça n'a fait que augmenter. Petite lueur d'espoir, on voit une redescente en 2020, c'est 5% à peu près ce qui a été estimé. Sauf que si on se remet ça dans le cadre des accords de Paris, c'est ce qu'il faut faire sur les 30 prochaines années, avec la même importance chaque année. Et on a déjà l'impression que ce qu'on a fait comme sacrifice en 2020 est gigantesque et qu'il faut vite qu'on revienne à les années d'avant, alors qu'il faudrait faire la même chose pendant 30 ans à la suite pour... On voit là, on en est à 1,6 planètes par an, ce qui veut dire qu'on tape dans les réserves. Si on se remet dans la perspective de penser à nos élèves ou à nos enfants, on se dit qu'on leur laisse des dettes de plus en plus grandes chaque année. Cet élément-là est relativement peu contesté. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui conteste l'Overshoot Day ou qui dit qu'en fait on ne consomme pas plus que ce que la planète est capable de nous fournir. Ça, c'est pour essayer de le remettre dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'on a un Overshoot Day mondial, mais après, il est décliné aussi, on va dire, par pays.
Et là, on a des choses, on a assez peu de surprises. On voit que c'est le 11 février, le Qatar a terminé à consommer tout ce qu'il pouvait avoir en un an. Mais après, ça va très très vite parce qu'on voit par exemple des pays qu'on peut penser vertueux. Danemark, c'est 28 mars. Ça veut dire, et on a après tous nos pays scandinaves, hein, la Suède c'est le 2 avril, la Norvège c'est le 18 avril, nous la France on arrive le 14 mai, donc c'est pas idéal, hein, la moyenne mondiale étant le 19 ou le 20 août, mais on remarque que les pays qu'on se représentent comme vertueux, on va dire notamment la Norvège, finalement eux ils crament toutes leurs ressources extrêmement vite, et qu'ils ont un parc de voitures électriques énorme, mais par contre c'est un des plus gros pays exportateurs de pétrole. Donc en fait, eh ben, c'est peut-être un peu la même logique que sur les bâtiments. Les photovoltaïques, c'est super, nous, ça ne nous crée plus trop de pollution chez nous. Par contre, chez les Chinois qui nous ont fabriqués, produits et exportés, ben, ça pollue chez eux, quoi. Donc se dire, eh ben, c'est pas toujours être vertueux ou écologique chez nous qui fait que finalement on sauvera la planète, quoi. Pour revenir sur les gaz à effet de serre, pourquoi les chercheurs ont estimé qu'il y avait un pic à 56 millions d'années où il y avait dans l'atmosphère 3000 gigatonnes de carbone, d'accord, et que ça a représenté un réchauffement de plus 6 à 7 degrés. Sur certains modèles, ils estiment que les pôles étaient complètement... il n'y avait plus de pôles, il n'y avait plus de glace, et que c'était plutôt un milieu tropical où on pouvait avoir des palmiers, voire des crocodiles. Ensuite, ce qu'il a fallu quasiment 20 000 ans pour arriver, on estime qu'avec les émissions anthropiques, c'est-à-dire celles dues à l'homme, on pourrait faire la même chose en 140 ans. Si on continue sur la même cadence, ces 3000 gigatonnes, on les a atteints en 140 ans, ça veut dire plus 6 degrés. Sur cette phase-là du Paléocène et Éocène, il a fallu 150 000 ans pour qu'on revienne au même niveau, naturellement, par l'absorption, par les océans et par les plantes. Et en fait, pour le dire autrement, ça c'est aussi quelque chose que je reprends de Jean-Marc Jancovici, où il essaie de l'imager, c'est si on reprend le mécanisme des gaz à effet de serre et du fonctionnement de la planète, c'est un récipient qu'on remplit d'un côté avec un robinet qu'on a ouvert grand, et au fond de ce récipient, on a un petit goutte à goutte. Et en fait, plus le niveau monte, donc plus la masse de CO2 stockée dans l'atmosphère, ce qu'il faut savoir, c'est que le CO2 ne se dégrade pas tout seul, ne s'associe pas avec une molécule, il est inerte. Donc en fait, quand on l'a mis, il y reste tant qu'il n'a pas retombé dans les océans ou tant que les arbres ne l'auront pas absorbé les plantes par la photosynthèse. Donc c'est l'idée de notre robinet, quoi. C'est-à-dire que les émissions anthropiques sont de plus en plus grandes chaque année, elles n'ont jamais fait de réduction. Ouais, oh ouais, je vais en dire le micro. Et que le niveau monte, plus le niveau monte, c'est quasiment mathématique avec le réchauffement, avec l'effet de serre, avec le réchauffement de la température, et que même si on arrête le robinet maintenant, on reviendra à notre température de l'ère pré-industrielle, pas avant 150 ans, ça veut dire qu'à l'échelle de l'homme, on ne le vivra plus. Et que pour l'instant, les solutions de captation du carbone, on va dire par la technologie, ne font pas leurs preuves, sont incapables d'atteindre la neutralité par ce biais-là. Donc, au début, on parlait d'un réchauffement limité à 1,5 degré. Il y a une dizaine d'années, on se dit, il faudrait essayer d'éviter 1,5, peut-être 2, mais 2 c'est vraiment le max. Là, c'est fini, 1,5, on l'a déjà atteint. On est juste en train de discuter sur 2. Les prévisions disent que si on arrête maintenant, on sera à 2,1 au mieux. Donc en fait, ça ne s'annonce pas très, on va dire, optimiste. Et donc, de ça découle le fait qu'on ait déjà mis beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, l'idée du budget carbone. Ça veut dire que, comme on a, on va dire, on va pas jusqu'aux 3000 gigatonnes, enfin on espère, on va s'arrêter à 1000 gigatonnes, mais comme on est peut-être déjà à 600, on a plus de 400 à déposer chaque année dans l'atmosphère. Donc on se dit, comment est-ce qu'on réduit, comment est-ce qu'on assigne un budget carbone par personne pour qu'on ne dépasse pas ce dépassement-là. Et donc, quand on compare les générations, déjà, si on prend, je crois que c'est ma diapo suivante, voilà, si je compare mon père qui est né en 53, mon fils qui est né en 2018, mon père qui est né en 53, même s'il avait l'impression d'être vertueux écologiquement parlant, il a un bilan carbone qui est presque à 600 tonnes de CO2 sur sa vie. Et en fait, avec le budget carbone que mon fils aura, pour ne pas dépasser 2 ou 3 degrés de réchauffement climatique, il aura le droit à 170 tonnes sur toute sa vie. Quand on le rapporte, ils estiment à peu près à 85 ans d'espérance de vie, ça fait 2 tonnes par année. Donc 2 tonnes, on l'entend régulièrement, c'est la Convention climat de Paris, on a dit un individu ne devra pas dépasser plus de 2 tonnes de CO2 émises par an. Et donc, si on regarde à peu près à quoi ça correspond, moi j'ai un trafic, voilà, aménagé avec lequel je me balade des fois, et en fait, si on voulait restreindre le réchauffement à 1,5 degré, c'est même pas 2 tonnes de carbone qu'aurait mon fils par an, mais 800 kilos, et 800 kilos, c'est exactement 4 pleins de mon trafic.
Ça veut dire que mon fils devrait vivre une année complète avec ce que j'émets comme gaz à effet de serre avec 4 pleins de mon véhicule diesel. Je l'ai mis en dessous, c'est 320 litres qui dégagent, chaque litre dégage 2,5 kg. Ça, c'est aussi un truc qu'on a du mal à conceptualiser. On se dit, mais 1 litre d'eau, ça fait à peu près 1 kg. Si c'est de l'essence, c'est encore moins, c'est plutôt 800 grammes. Et pourtant, ça dégage 2,5 kg de CO2 parce que le carbone s'associe avec l'oxygène de l'atmosphère. Donc là, on comprend bien que pour faire 800 kg par an et rester à 1,5 degré, c'est déjà fini. Donc, on est obligé de réfléchir à ne pas dépasser 2 ou 2,5 ou 3. Si on reste sur 2 ordres de grandeur, et ça commence à être dans les diapos qui ne font pas plaisir, mais on voit en vert le budget CO2 annuel de nos enfants ou de nos élèves, et on voit à côté ce que représente, ce que peuvent être nos pratiques de loisirs. Si je pars faire du surf à Rio, ou si je pars aux Jeux à Tokyo, eh ben on voit bien que déjà là, on a un premier paradoxe, c'est que ça devient incompatible avec le fait que tout le monde sur la planète puisse vivre une vie, on va dire, identique, ou de ne pas dégrader la vie des autres en consommant trop. Ça veut dire qu'on a déjà dépassé, on va dire, la responsabilité individuelle ou l'idéologie de la compensation en disant parce que j'ai vendu quelques fours au Sahel, j'ai pu me balader pendant 50 ans en hélicoptère pour faire des photos vues du ciel, ça ne fonctionne plus en fait. Ça laisse nécessairement quelqu'un derrière. On continue dans les amabilités. 2 tonnes de carbone, ça correspond aussi à ça. Et là, on en vient, ça y est, on a quitté le générique, on en vient sur l'EPS. Donc le 30 avril dernier, on trouve ça sur Facebook que, eh ben, on va avoir un championnat de France de raid qui va se faire à La Réunion, que ça va être génial, ça vend du rêve à tout le monde, c'est une évidence, nos élèves ont envie de partir parce qu'ils baignent dans cette culture-là, que c'est super d'aller à l'étranger, mais pourtant, ça représente aussi 2 tonnes de CO2, juste pour faire l'aller-retour. Ça veut dire qu'avec mon élève, je vais devoir lui dire, tout au long de l'année, quand je bosse au développement durable, qu'il va devoir apprendre à vivre avec 2 tonnes, à faire attention, à réfléchir à ses usages, et en même temps, on va aller vendre des pizzas pour financer notre voyage où on partira au championnat de France à La Réunion. Et on arrive vraiment dans un paradoxe. C'est d'ailleurs le paradoxe globalement du sport de haut niveau. Hein. Et on a Kylian Jornet qui est bien revenu là-dessus, c'est-à-dire qu'il a travaillé justement avec Carbone 4 pour faire son propre bilan carbone. Il est à 3,8 tonnes de CO2 par an, sans compter les transports, sachant que la moyenne d'un Français, c'est plutôt 7 tonnes, donc il est plutôt vertueux dans sa vie de tous les jours. Et pourtant, son activité, on va dire personnelle ou professionnelle, lui apporte 11 tonnes de CO2 en plus. Ce qui lui fait dire à la fin, enfin c'est de lui, hein, c'est pas de moi, où il met mon mode de vie a été catastrophique pour l'environnement. C'est-à-dire que c'est un amoureux de la nature, il a des pratiques de pleine nature, on va dire, qui sont formidables, qui font rêver plein de monde, et pourtant, il a une action personnelle qui fait qu'il détruit ce milieu qu'il chérit. Donc il essaye de faire évoluer ça, et d'ailleurs on peut que le saluer pour ça, surtout qu'il a une aura, il communique là-dessus, mais c'est, on a du mal, nous, à être lucides sur l'impact de nos pratiques, et de se dire en pissant sous la douche, en achetant des légumes non emballés, en roulant à vélo 2 fois par semaine, on arrêtera le réchauffement climatique, alors qu'en fait, c'est la globalité qu'il faut regarder, c'est bien plus complexe que ça, quoi. Donc, le paradoxe, former nos élèves au développement durable, mais plus largement être, on me dit, enfin voilà, un citoyen lucide éduqué, et donc on ne peut pas ignorer les faits, c'est-à-dire l'état des lieux dans lequel on est actuellement, et puis les conséquences de nos actions derrière. Et à côté de ça, on veut quand même proposer des modalités de pratique, voilà, et a fortiori à l'AS, qui, des fois, ont un impact insoutenable par rapport aux objectifs qu'on veut mettre à nos élèves. Face à, ça c'est complètement personnel, c'est plus, on va dire, des lectures que j'ai pu avoir en ligne, c'est de ce que moi je perçois de la réaction de la profession face à ces thématiques-là. C'est-à-dire ça fait 1 an et demi ou 2 ans que j'envoie des mails ou je discute avec les collègues sur ces thématiques-là. Et en fait, face à ces faits qui sont objectifs, il y a un peu deux réactions. Alors ça dépend d'ailleurs souvent du degré de connaissance. Quand les gens me connaissent un petit peu, souvent c'est on ne me répond pas vraiment ou on laisse passer ça sur le tapis. C'est mon premier point. J'avais envoyé un mail une fois sur la mailing list APPN Isère où on est 86 collègues. J'ai eu aucune réponse collective et j'ai eu 3 réponses juste en off en disant bah, je suis assez d'accord avec ton mode de pensée, mais je vais quand même pas aller jusqu'à le dire collectivement sur la mailing list. Et quand c'est sur d'autres types de médias, on va dire, sur un des groupes Facebook, PS Mania, il y avait des discussions là-dessus, j'avais mis un post,
et c'est le petit encadré qui est à côté, où en fait on me traite de Pascal Pro quand je développe ce sort de discours en disant on ne peut plus maintenant décemment dire on peut prendre l'avion dans tous les sens, voilà. Donc, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. En tout cas, j'ai pas eu de contre-argument solide sur l'état des lieux de notre planète actuellement et de l'impact de nos pratiques là-dessus. Après, si je continue encore, et j'arrive bientôt à la fin, sur des actions plus symboliques qu'efficaces, c'est une vidéo que j'ai vue récemment de la Fédération française de triathlon, ça s'appelle Raid Multisport, préservons notre environnement. Et donc il y a des pistes, effectivement, c'est ce qu'on fait tous à l'UNSS, c'est intéressant, on prend des éco-cups, on limite les déchets, on se dit et si on arrêtait les goodies parce que finalement c'est des produits qui viennent de Chine et qui sont carbonés, c'est peut-être pas intéressant. On essaye d'aller encore plus loin en disant, j'essaie de convaincre les gens qui viennent sur ces événements pour qu'ils développent ces pratiques-là dans leur quotidien, ce qui est une très belle chose aussi, mais comme dans la première intervention quand on parlait de l'éco-syndicalisme, on parle du petit matériel, mais n'a jamais été évoqué l'idée des transports. Et donc là, c'est le même principe, les transports dans le rêve, dans les activités de pleine nature, n'est jamais considéré, alors que pourtant, c'est le plus gros budget. Et de loin. Et donc, l'idée là avec le budget carbone, quand on dit on fait des petits gestes, c'est ça, c'est comme si toute la semaine, je mettais 1 € de côté, et le week-end, je me dis, c'est tranquille, je peux en dépenser 200. En plus, à crédit. On a l'impression que finalement nos petits gestes qu'on fait au quotidien, et je m'inclus dedans parce que je fais aussi que des petits gestes et j'ai pas de gros impact non plus sur le climat, c'est se donner bien conscience, et d'ailleurs, j'allais dire dans la vidéo, on le retrouve. Cet argument-là, c'est de dire finalement j'ai plus l'impression que c'est pour ma conscience que pour la planète. Et donc, et je termine là-dessus, c'est se dire finalement dans l'éducation au développement durable, est-ce que ça doit se limiter à apprendre à nos élèves à avoir bonne conscience? Ou est-ce que c'est vraiment changer les pratiques? Donc on en vient à ce qu'on essaye de faire un petit peu dans notre établissement au Collège de Calou. On avait essayé de partir, il n'est pas directement dedans là, mais on a appelé ambassadeur pour le climat avec nos élèves, où on voulait se rendre à vélo de la Tour du Pin jusqu'à Genève pour être reçu à l'ONU, pour discuter un petit peu avec l'Organisation météorologique mondiale qui parle de toutes ces questions de climat, de continuer le trajet à vélo jusqu'à Chamonix pour aller constater concrètement les dégâts du réchauffement climatique sur la mer de glace. Et puis comme nos élèves, on a une pratique avec PN à côté, c'était aller grimper un petit peu au Gaillan et puis faire l'aiguillette d'Argentière avec eux, quoi. Dans un projet qui est intégralement, on va dire, bas carbone, parce qu'ils se déplacent à vélo. Et puis après, quand ils reviennent, ils essayent de rendre compte aux autres élèves de la classe ou des collèges environnants de qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ceux qui ont appris, ce qu'ils ont vécu, et ainsi de suite. Sur les deux pistes, une première qui m'intéresse depuis longtemps, j'en avais déjà discuté au niveau du département sur l'organisation du cross départemental en disant on a une ligne de train énorme qui fait Lyon-Grenoble, il y a plus de 20 collèges là-dessus qui sont à moins de 20 km de la gare, et donc on pourrait avoir un train, le remplir intégralement au lieu de prendre 40 bus pour venir au cross départemental. On a essayé avec nos élèves à la Tour du Pin, on est allé dans le train et en fait c'est un train, on va dire énorme, il y a quasiment 8 voitures, ça doit faire plus de, je sais pas, 500 ou 600 places assises. Et on a déjà discuté avec le contrôleur parce que je dis mais c'est bizarre, il n'y a que 50 personnes dans le train, c'est habituel. Il me dit ah oui c'est toujours comme ça. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas besoin d'affréter un train particulier pour mettre 500 élèves pour aller faire le cross à Grenoble cette journée-là. Et on était 18 dedans, 18 élèves. Donc se dire est-ce que, notamment pour les championnats de France ou des championnats académiques ou interacadémiques, est-ce que la SNCF ne pourrait pas nous faire un partenariat avec un kilomètre verrouillé en disant quand on est élève de l'UNSS, pour les compétitions c'est 17 centimes le kilomètre par élève en TER, 24 en TGE, c'est basé sur rien, c'est au hasard ces deux chiffres, mais comme ça on pourrait calculer en disant bah, je sais que si je vais au championnat de France de basket à Paris, si je prends le train, j'ai 450 km, j'ai 8 élèves ou 10 élèves, ça me fait tel coût. Et puis la SNCF nous fait ces tarifs-là, et c'est plus facile d'anticiper nos déplacements pour les... Et on sait que c'est bas carbone. Alors, certains diront c'est bas carbone parce que c'est du nucléaire en France le train, mais ça reste quand même bas carbone. Et puis l'idée du kilomètre vert, c'est se dire on est financé sur nos actions et nos déplacements finalement à la pollution. C'est-à-dire que c'est plus j'ai pris le bus, plus je rentre d'argent derrière en kilomètre élève. Par contre, si je suis allé à pied, si je suis allé à vélo, eh ben, j'ai pas d'argent, quoi. Je ne peux même pas faire un projet pour acheter des vélos à mes élèves qui seraient en partie remboursés par mes kilomètres élèves. C'était de dire, essayer d'intégrer le kilomètre vert, c'est-à-dire au moins un événement qu'on ne fait pas avec un bus. Et de se dire, ben voilà, c'est un premier pas. La deuxième logique, c'est de dire,
j'essaye d'en faire le plus possible dans l'année, d'avoir le meilleur ratio entre mes kilomètres verts et mes kilomètres gris, on va dire, dans l'année. L'enjeu étant, idéalement, de ne pas baisser, puisque ça c'était, là je partage complètement l'idée des deux précédentes, on va dire, interventions, de ne pas baisser la qualité de service rendu. Par contre, la petite nuance, c'est de dire que le service rendu sera différent et sera moins impactant, ça veut dire qu'il y aura quand même faire moins. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre le même service, mais en mettant en jeu moins nécessairement. Si on veut juste faire pareil ou en remplaçant, on n'y arrivera pas. Et puis, qui pouvait se présenter, là en ce moment, on ne peut pas trop faire de rencontres, donc on est dans l'idée de faire des challenges, on va dire, à distance, qui pouvait être un challenge vert aussi en disant, allez pratiquer, on va dire, à vélo, à pied, déclarer ses kilomètres, et on essaye de faire dans le département ou au niveau de l'académie, et on va dire le tour de la Terre en kilomètres verts, c'est-à-dire que la cumule de nos kilomètres verts élèves de l'Isère ou de l'académie de Grenoble fasse 40 000 km voilà, sur ce versant cette année-là. Et c'est à peu près tout. Après, il y a d'autres pistes, enfin, on n'a pas grand-chose, mais c'était juste pour dire, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'idée qu'on peut continuer à faire pareil sans que ça ait un impact sur l'avenir de nos enfants.